Bonjour Pascal, Bonjour Lénaïque. c'est merveilleux de voir les palmiers, la nature derrière toi. Tu es à l'île Maurice, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc Pascal, tu es transmetteur et praticien certifié en focusing. Tu es co-fondateur avec Coralie Ram de l'Institut de l'auto-accompagnement en pleine présence. Donc ça, c'est tout un programme. Mais avant de parler de ça, j'ai envie que tu nous parles un petit peu de toi. Quand on est sur le site auto-accompagnement, je vais y arriver, tu racontes qu'en 2008, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, avant 2008, c'était quoi ta vie? Alors, c'était quoi ma vie? C'est quelque chose de bien classique, hein, je pense. Hmm, une tentative, je pense, d'arriver à quelque chose dans ma vie. De, je pense que j'étais pris dans une histoire d'essayer de prouver que j'avais de la valeur, que je pouvais faire quelque chose dans ce monde. Euh, Et donc, voilà, je travaillais d'arrache-pied pour essayer. J'étais un peu dans une énergie de survie, je pense. Mais comme j'ai l'impression que beaucoup de nos contemporains se trouvent, et pour l'instant, avec ce qui se passe dans le monde, je pense que c'est vraiment mis en évidence. Mais voilà, donc, à quoi ressemblait ma vie? Métro, boulot, dodo, J'allais le beaucoup dire, voilà, c'est ça. C'était l'énergie du métro boulot dodo. Il n'y avait pas tellement de place pour le reste après le travail. C'est ça, et en même temps, j'essayais de mettre beaucoup de sens dans ce que je faisais, parce que j'étais entrepreneur, donc j'avais une société, des employés, j'avais des clients que j'essayais de servir le mieux possible, donc je mettais quand même mon cœur dans ce que je faisais, mais je sens que, en fait, toute ma démarche partait d'une énergie de peur de manquer, de vouloir prouver quelque chose. J'étais beaucoup dans le combat, je pense. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2008 qui te fasse basculer vers le côté clair, le côté de la force, comment on peut dire ça? Alors, en fait, ça n'a pas vraiment commencé en 2008. Il y a eu beaucoup d'épisodes avant, hein, mais progressivement, il y a, d'abord eu une prise de conscience que malgré tous mes efforts, pour essayer de trouver une forme de sérénité, une satisfaction, simplement, d'être satisfait, d'être joyeux, d'être heureux de ma vie, j'y mettais effectivement beaucoup d'efforts. Donc, en fait, je me suis épuisé à essayer d'être bien. Hmm. C'est assez paradoxal, mais Mais je crois je qu'il y en vois a que beaucoup beaucoup de gens qui vont font ça. énormément, énormément. Et j'ai fait, en plus de ça, pendant 20 ans, appel au développement personnel pour essayer d'être encore meilleur, de mieux performer, d'être encore plus fort, d'être encore plus mieux communiquer. Euh, enfin, j'ai fait tellement de démarches, toujours dans le but d'être mieux, comme si j'avais le sentiment que qui j'étais, c'était pas suffisant Hmm. et que j'étais à la recherche d'une meilleure version de moi-même, on va dire ça comme ça. Et c'est à ça, ce jeu-là que je me suis épuisé. Et je vois hein, des amis qui sont encore actuellement, très enthousiastes, pleins de. Et puis je les retrouve avec des cernes sur les yeux comme ça, en disant oui, c'est bon, on va y arriver. Et je me reconnais, mais tellement, tellement, tellement. Et je pense que en 2008, je pense que j'ai été au bout de tout ça, dans le sens où c'était pas mon premier, mais mon deuxième burn-out. Et c'est comme si j'étais à bout de force, en fait. À bout de force pour forcer. À bout de force pour continuer à combattre. Un peu comme si j'étais exsangue. Mais un peu comme, franchement, je fais le lien avec notre société actuellement. On a forcé, poussé, essayé de faire plein de choses pour que tout tienne, pour que tout fonctionne. Et on arrive au bout du bout de nos ressources. Et en fait, à un moment donné, ben, ça s'effondre, comme moi je me suis effondré. Et en même temps, c'est une bonne nouvelle parce que quelque part, c'est pas satisfaisant d'être tout le temps en combat comme ça. Tu vois, j'entendais même des grands, 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 allez, des grands
nom dans le domaine du développement personnel qui disait une journée où tu ne te développes pas, une journée où tu ne donnes pas le meilleur de toi-même, c'est une journée perdue. Tu te dis, mais mon Dieu, comment est-ce qu'on peut dire qu'une journée est perdue, quoi qu'on fasse? Oui. Hein, comme si on devait absolument mériter de vivre. Et j'ai l'impression qu'on est ignorant de notre valeur, on est ignorant de qui on est tout simplement. Mais Et l'expression de qui on est. en fait, est-ce que tu ne crois pas que justement, parce que la société fonctionne comme ça, on voit les gens faire comme ça et on se met un petit peu en compétition sans savoir pour qui, pourquoi, et puis on essaye de faire mieux à chaque fois, et puis ça nous emmène dans une spirale en fait. Oui, c'est comme si on cherchait notre place dans la société, on cherche notre place dans le monde, comme tout le monde, parce qu'on ignore qu'on a déjà notre place. Donc, mon ami Christian Junot, qui travaille sur la relation à l'argent, dit c'est fou l'idée de gagner sa vie. On a déjà gagné notre vie, on l'a déjà. Mais on reste quand même dans cette croyance qu'on doit trouver notre place, qu'on doit gagner notre vie. Et en fait, on ignore notre valeur intrinsèque, qui on est déjà et qu'on n'a rien prouvé en réalité. Et c'est à partir de là que justement, plutôt que de se chercher à l'extérieur, essayer de se réaliser, essayer de réussir, essayer d'arriver à quelque chose, eh bien, moi, je prends plus l'accomplissement, c'est-à-dire à partir du moment où tu reconnais ta valeur, que tu sais qui tu es, et c'est pas de se dire j'ai de la valeur et de gonfler notre ego, hein. Non, 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 c'est tout simplement de reconnaître qui on est, savoir euh, comment dire, qui on est au-delà du besoin de se définir. Je suis ceci, je suis cela, j'ai telle chose, je possède ou pas, j'ai telle position dans la société ou pas. Je pense que quand on est conscient de notre valeur intrinsèque, cette valeur intrinsèque vient se manifester dans le monde. Et donc, Et toi, justement, comme cette bon, valeur, tu t'es rendu compte de ta valeur après ton burn-out. C'est le burn-out qui a été le déclencheur? oui, oui, parce que tant que je courais après, c'est comme ça que je me suis épuisé. Et en fait, c'est en m'épuisant que je suis revenu à moi. Puisque tant que j'avais encore de l'énergie pour aller dans ce sens-là, je continuais à mettre mon attention pas au bon endroit, puisque c'était à l'extérieur, c'était ailleurs, c'était plus tard, un jour. Et donc, ben, du coup, j'étais coupé de mon énergie de vie, tu vois. Est-ce qu'on peut Et tout à l'heure, dire que tu consommais du développement personnel à ce moment-là, comme beaucoup font? Je passe d'un thérapeute à l'autre, je prends un cours, je prends une séance de coaching. absolument, absolument. Une recherche presque l'énergie du désespoir. Tu sais, de dire, mon Dieu, ça non plus, ça n'a pas marché, mais peut-être que ça va aller. Et quand j'aurai lu ce livre, et quand j'aurai fait ce stage, et quand j'aurai fait cette formation, et quand j'aurai vu telle chose, et quand, ça c'est dans le mouvement personnel. Après, c'est et quand j'aurai acheté, payé ma maison, et quand, voilà, mes enfants, quand, bon, quand j'aurai Quand un je serai conjoint, à quand la j'aurai retraite, je pourrai voyager. exactement, exactement. Mais alors, mais complètement aveugle de la beauté de la vie dans l'instant. Et c'est pas, je suis pas en train de dire qu'il faut dire que la vie est belle, ça n'a aucun sens. Peut-être reconnaissant justement à quel point on peut être déprimé, à quel point on peut être découragé de nous-mêmes, à quel point on n'a pas conscience de la valeur qu'on a, à quel point on se dénigre, à quel point on se juge nous-mêmes, mais pas pour s'en blâmer, pour reconnaître justement que c'est nous-mêmes qui euh, allez, créons nos Une propres pression, en fait. limitations, nos croyances limitantes, c'est nous-mêmes qui les mettons en place, même si on en a hérité, hein, parce que parfois c'est un héritage familial, ça vient du transgénérationnel, ça vient même d'une culture, hein, dans un pays, dans une société, même dans le monde. Il y a cette croyance qu'il faut mériter notre paradis, qu'il faut travailler fort, que la vie, c'est pas facile, que c'est rude et tout ça. Et donc, on a fini par y croire. Mm. Tu as fini par te libérer justement de tous ces conditionnements, qu'ils soient familiaux, sociétaux. Tu as réussi tu penses, aujourd'hui, tu peux dire, ça y est, je suis libre. Un peu comme la chanson Libérée, délivrée. Oui,
Ouais. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'en suis beaucoup plus conscient que je l'étais à l'époque. Avant, j'en avais les symptômes à l'intérieur de moi, mais en fait, je ne voulais pas ressentir ces symptômes. Tu vois, j'avais de la colère en moi, j'avais de la tristesse en moi, j'avais comment dire, je sentais que mon énergie était drainée et tout ça, et j'essayais de ne pas sentir ça. J'essayais, je ne voulais pas me sentir comme ça. Et donc, ben, du coup, je ne pouvais pas en prendre conscience puisque je me battais contre. À partir du moment où j'ai accepté comment je me sentais, eh bien, c'est venu me montrer mes blessures, c'est venu me montrer mes conditionnements, c'est venu me montrer ce à quoi je crois ou à ce à quoi j'ai cru. Donc aujourd'hui, je peux te dire que puisque ça fait quelques années que plutôt que de rejeter ça, je l'écoute, je suis plus conscient qu'avant de ce qui m'empêche d'être pleinement exprimé, heureux, d'être bien. Et encore aujourd'hui, je suis aujourd'hui, là maintenant, dans une énergie où je me sens bien, je suis à ma place. Et demain, il peut arriver quelque chose, quelqu'un va me dire quelque chose, il va arriver quelque chose même dans le monde, et ça va venir toucher quelque chose en moi, une partie de moi. Et si je ne suis pas attentif, je peux me retrouver de nouveau identifié à une peur, à un conditionnement, à une croyance à propos de moi-même ou à propos de la vie, de ce qui est possible, de ce qui ne l'est pas. Et à ce moment-là, je suis coupé de l'abondance, de la réalité que tout est possible, et je me retrouve de nouveau réduit. Mais vient avec cette réduction un sentiment de, comment dire, d'être contraint, d'être réduit. Il vient des tensions à l'intérieur, une impression d'étouffer, d'être fatigué, et tout ça. Et moi, c'est ce que j'appelle la sagesse de l'inconfort, c'est-à-dire que cet inconfort vient me montrer, comme quand on est malade, eh bien, on attrape un virus ou je ne sais pas quoi. Le corps nous le montre, il se passe quelque chose. Ça nous dit, hey, il se passe quelque chose. Eh bien, c'est pareil. Quand je suis pris par le virus de la peur ou de mes conditionnements ou de mes croyances ou de tout ça, le corps vient me le montrer. Et donc, c'est l'occasion de faire connaissance avec ça et de grandir en conscience. En fait, plus on va vouloir être bien sous tout rapport, être calme, être zen et mettre son attention que là-dessus, c'est nier en fait toutes les autres parties de soi qui ont peut-être souffert, qui ont peut-être manqué de quelque chose ou de quelqu'un. Et l'idée, en fait, ce que tu dis, c'est vraiment aller regarder là où j'ai pas tellement envie d'aller regarder au fond. C'est ça, puis je dirais, je suis tout à fait juste ce que tu dis pour moi aller regarder, et en même temps, je dirais qu'on n'a même pas besoin d'aller regarder parce que c'est déjà là. Tu vois, c'est arrêter simplement de le repousser parce que parfois il y a l'idée, tu sais, d'aller chercher pourquoi c'est là, d'où ça vient, d'aller fouiller, d'aller. Ça aussi j'ai fait, hein. Et je me suis épuisé à ça aussi. Ça sert pas à grand chose d'aller revoir dans le passé. En fait, tout est là maintenant. Et toutes les réponses aux questions qu'on se pose à propos de pourquoi je me sens comme ça, à propos de tiens, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me lancer dans quelque chose et que je ressens un frein ou un poids à l'intérieur de toi qui m'empêche d'avancer. Eh bien, toutes les réponses à toutes ces questions se trouvent exactement à l'endroit où je ressens cette sensation, cette lourdeur, ce frein, quelque chose qui me retient. C'est des parties de moi qui ont leur raison de me retenir, parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ont déjà été traumatisées. Une fois, quand j'étais enfant, je suis venu tout enthousiaste devant la classe en disant voilà, j'ai une idée, c'est génial, et tout le monde s'est moqué de moi. Du coup, aujourd'hui, si je dois proposer quelque chose dans l'entreprise dans laquelle je travaille, ou que je dois proposer même quelque chose à ma compagne, ou eh bien, waouh, il y a ce nœud dans mon estomac qui est là, mais c'est intéressant d'aller écouter. Et ce nœud dans mon estomac contient toute l'histoire et toute la réponse. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, mais juste de dire, c'est là, et si je peux en reconnaître, entrer en contact avec ce qui est là, cela c'est. Cela c'est son histoire. Donc ça, si je peux simplement l'écouter, pas l'interpréter, pas essayer de dire ah est-ce que c'est ceci, cela, non. Je m'arrête, je ressens cette tension, cette crispation, et je peux sentir que si quelque chose est tendu en moi, il est possible que cela ne veuille pas quelque chose, ou que cela veuille me protéger de quelque chose. Et si je ne sais pas de quoi ça veut me protéger ou de quoi ça a peur, cela le sait. C'est un apprentissage par contre, Oui. juste d'écouter.
Juste Oui, alors écouter. justement, sur le site auto-accompagnement, tu offres des cours en ligne et notamment un cours qui s'appelle 5 jours pour devenir plus grand que tout ce qui vous dérange en 5 leçons et 5 pratiques. Donc, on va y revenir. Je voudrais juste te poser une question. On a l'impression, euh, en t'écoutant toi, mais tous les autres thérapeutes qu'on peut entendre, qu'il faut quelque part passer un petit peu par la période où on est au fond de la piscine, tu sais, où on est vraiment, ça va plus. Toi, tu parlais du burn-out. Est-ce qu'on est obligé de passer par quelque chose de difficile pour finalement réaliser que la vie, elle est là et qu'on a juste à l'accueillir comme elle est? Est-ce qu'on est obligé de passer par des moments difficiles? Alors, on n'est pas obligé de passer par là. En fait, plus on va lutter contre et plus ça va être difficile et plus on va s'épuiser. Donc, on n'est pas obligé de toucher le fond. On peut s'ouvrir et commencer à écouter ça avant que ce devienne insupportable, avant que ça hurle tellement c'est désespéré de ne pas être entendu. Voilà, Donc, donc on il ne n'est faut pas pas obligé. faire comme toi, il ne faut pas attendre le burn-out. Tu as bien raison, mais tu as bien raison. Mais mon burn-out est le résultat de 20 ans de lutte. Mm. OK? Alors oui, je dis à tout le monde, vous n'êtes pas obligé de passer par là. OK? Et en même temps, si vous êtes là en ce moment, eh bien, ça fait partie du chemin. OK? Et si vous n'êtes pas là et que vous commencez à vous écouter, eh bien, vous avez beaucoup moins de chances de vous retrouver à cet endroit. Donc, ce n'est pas un passage obligé, mais c'est possible. C'est-à-dire qu'il est possible que là où on en est, et là où on en est dans notre chemin, et peut-être que vous vous reconnaissez, si vous vous dites, bah tiens, ouh là là, moi ça aussi, ça fait 20 ans que c'est là, ça fait 20 ans que je me bats, mais il est possible que ce soit très difficile, il est possible que vous soyez en épuisement, en dépression, en burn-out, et ça fait partie du chemin de se rendre compte que ce qui nous épuise, c'est pas ce qui nous habite, ce qui nous épuise, c'est notre lutte contre cela et de vouloir que ce soit autrement. Il y a un moment donné où on passe un cap dans le burn-out, c'est l'abandon parce qu'on n'a plus de force. Et ce qui est génial, c'est que le burn-out sert à ça. C'est-à-dire, on n'a plus l'énergie de continuer à se battre contre. Et là, ça dit, bon, bah tant pis, advienne que pourra. Hein. Vraiment, tout peut s'effondrer, c'est bon. Quoi. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est là qu'on commence à remonter. C'est là qu'on commence à récupérer des forces. C'est là qu'on est en train de se ressourcer. C'est là qu'on est en lien avec la vie à l'intérieur de nous. Et c'est là qu'on peut recommencer à vivre, mais d'une nouvelle façon, évidemment, parce que on a pu comprendre à l'occasion, et pas forcément tout de suite. Moi, je vais vous dire, j'ai dû faire 2 burn-out pour le comprendre. Hein. Le premier ne m'a pas Oui, suffi. c'était Hein. Donc, un élève, il fallait répéter les leçons là. Hein. j'avais la tête dure, comme on dit au Québec. Vraiment. C'est pas breton pourtant. Mais tu sais, je pense aussi, Lénaïque, que c'est pour ça que je peux accompagner des gens qui sont en grande détresse, qui peuvent être, comment dire, qui se sentent complètement impuissants, qui ont l'impression qu'ils n'y arriveront jamais, qui sont perdus, parce que je suis passé par là. Je sais ce que c'est. J'ai vraiment de l'empathie. Je ne juge pas quelqu'un qui dit j'ai pas de force. Je ne vais pas lui dire oh, si tu veux, tu peux, tu vas y arriver. Non, justement, quand on veut, on peut. C'est ça qui m'a amené au deuxième burn-out. Mhm. Non, c'est pas vrai. Des fois, on peut pas. Mais est-ce que je peux reconnaître qu'effectivement, là maintenant, si c'est le cas, quelque chose en moi n'en peut plus. Quelque chose en moi est complètement épuisé et commencer à être en relation avec ça, avec amour et empathie, compassion, comme en général, on le fait beaucoup plus facilement pour les autres que pour nous-mêmes. Quand je t'entends là, ça me fait penser aussi à la CNV que tu pratiques d'ailleurs, hein, la communication non violente. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on ne change pas ce nom, communication non violente? Pourquoi est-ce qu'on ne lui choisit pas un autre mot? On l'a changé au Québec. Hein. Tu sais que Oui. moi, j'ai été formé pendant 3 ans au Québec par le groupe Conscientia et eux ont rebaptisé communication non violente en communication consciente. Voilà. Et donc, C'est un peu c'est plus positif. intéressant. Ouais. Voilà.
Mais il s'agit bien de ça, il s'agit de communication consciente, et la communication consciente passe par la conscience de soi, c'est-à-dire qui est en train de dire ça en moi. Quelle part de moi est en train de dire ou de s'énerver ou de pleurer, c'est-à-dire de prendre conscience de mes sentiments, mes besoins, c'est ce qu'on dit en CNV, et pour être conscient des sentiments, plutôt des émotions qui sont là, mais en arrière, en fait, il y a un besoin, il y a quelque chose qui a besoin d'être entendu, d'être reconnu, d'être pris en compte. OK? Et ça s'applique là à la communication en CNV, mais ça va beaucoup plus loin avec la communication. C'est la conscience de soi. C'est que tu peux pas avoir entre guillemets, tu peux pas choisir comment tu te comportes, ni comment tu communiques avec les autres, si tu n'as pas conscience de toi. Si tu n'as pas conscience de toi, ça se fait malgré toi. C'est des automatismes, ce sont des conditionnements, des programmations. Et si tu ne sais pas ce qui se fait en toi, eh bien, souvent, tu sais, je disais encore hier, euh, euh, souvent ça m'est arrivé de me voir hyper réagir, crier sur quelqu'un, et juste après, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris? Eh bien, justement, ce qui m'a pris, c'est ce dont je n'ai pas encore conscience. Mais en même temps, c'est pas trop tard. Si ça t'arrive, si ça nous arrive, c'est une occasion, c'est une opportunité d'aller reconnaître ça. Donc, quelque chose en moi, là, est complètement démonté, ça a envie d'arracher la tête à quelqu'un, et c'est pour ça que j'ai commencé à hurler. Mais ce quelque chose, cette part de moi qui se sent comme ça, elle a une préoccupation. C'est plus qu'une préoccupation. Elle a certainement très peur de quelque chose. Il y a quelque chose qui lui semble tellement important qu'il faut le faire passer avec force. Donc, si je prends le temps de m'asseoir, de reconnaître toute cette agitation, cette tension, tout ce qui est à l'intérieur, et que je fais connaissance avec ça, je vais pouvoir laisser cela me montrer ce qui a besoin d'être pris en compte, ce qui est important. Et à ce moment-là, je vais pouvoir le communiquer aux autres. Mais non plus de façon réactive, mais de façon proactive, c'est-à-dire en étant capable de dire, en fond, ce qu'il y avait en arrière des cris, c'est-à-dire, vous savez, ça, c'est hyper important pour moi. Est-ce qu'il serait possible qu'on puisse en tenir compte? Par exemple. Est-ce que tu te revois un petit peu il y a quelques années, le fonctionnement que tu avais il y a quelques années et le fonctionnement que tu as aujourd'hui? Est-ce que tu vois la différence? Est-ce que tu vois l'évolution que tu as eue ou que tu as fait? Enfin, je ne sais pas comment le Oh dire, oui. mais est-ce que tu as un regard, quel est le regard sur l'ancien Pascal Astir que tu as aujourd'hui? C'est de la bienveillance, certainement, mais est-ce que des fois, tu ne te dis pas autre chose? C'est super important ce que tu amènes là. Parce qu'une fois qu'on commence à prendre conscience de choses et qu'on a un comportement qui commence à changer, c'est très facile de tomber dans la culpabilité de nos anciens fonctionnements et dans le jugement de nos anciens fonctionnements. Donc, pour répondre à ta question, d'abord, oui, effectivement, je constate, et je constate beaucoup dans les relations humaines, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où j'aurais pu réagir d'une certaine façon et je suis surpris de ne plus avoir les mêmes réactions. Ok, agréablement surpris, mais effectivement, je fais ce constat et je peux aussi, quand je vois les autres réagir, un peu me mettre à leur place parce que je sais que quand moi j'étais en réaction, j'étais 100% sincère dans ma réaction. Je croyais entièrement à ce à quoi j'étais attaché, à ce qui était important. Et donc, j'en arrive finalement à ne pas me juger pour mes anciens fonctionnements, mais en même temps en prendre responsabilité, c'est-à-dire, c'est ça la différence, hein? Je prends responsabilité de ça, c'est-à-dire c'est moi qui suis responsable de comment j'agis, de comment je réagis. Je n'en suis pas coupable, hein, mais j'en suis responsable. Okay? Et donc c'est pour ça que c'est important aussi de reconnaître que avant d'en être conscient, je ne pouvais pas en être responsable puisque j'étais inconscient. Okay? Et donc, c'est d'ailleurs, même dans la justice, on en tient compte. Hein. Quelqu'un qui a, je ne sais pas moi, une maladie mentale ou quoi, et qui n'est pas conscient de ce qu'il a fait, on ne le juge, on ne le condamne pas de la même façon que quelqu'un qu'on considère
qui était conscient de ce qu'il était en train de faire. C'est un peu ça, hein, finalement. C'est qu'à un moment donné, on a agi inconsciemment. Quand on s'en rend compte, on se dit, oups, là, là, tous les dégâts que j'ai faits autour de moi, tous les choix que j'ai faits de façon inconsciente. Et c'est aussi un processus de deuil, de pardon, que de s'accepter là-dedans en tant qu'être humain. Hein. D'ailleurs, moi, au début, quand j'ai commencé à faire ce travail, c'est extrêmement difficile pour moi parce que je me disais, mais qui suis-je moi pour accompagner qui que ce soit, moi qui suis évidemment en réaction, qui ait peur de plein de choses, moi qui peux m'énerver, rentrer dans des colères et tout ça. Qu'est-ce que je pourrais dire à qui que ce soit? Et la maman de ma fille, à l'époque, m'a dit un être humain. Elle m'a dit, tu es un être humain. Ah, j'ai dit, ben oui, dans le fond. Donc, si je veux accompagner les gens, tout ce que j'ai besoin d'être, c'est d'être un être humain. Et dans le fond, un être humain peut être un peu conscient de moi-même, hein, pour ne pas projeter sur les autres mes histoires. Et en ayant ce discernement pour moi-même, eh bien, je peux soutenir les gens dans la possibilité d'avoir ce discernement eux-mêmes. Parce que ce qui est important quand on parle d'auto-accompagnement, c'est que nous, on ne se place jamais dans une posture où on va dire aux gens, voilà, nous, on sait quelque chose que vous ne savez pas. Au contraire, on dit, c'est vous l'expert, vous avez toutes les réponses en vous, on n'a absolument rien à vous apprendre. La seule chose qu'on va peut-être vous transmettre, c'est un processus qui va vous permettre de vous écouter, donc avoir accès à cette sagesse. D'où le titre de l'Institut, auto-accompagnement. C'est comme l'auto-guérison. On a les solutions en nous et vous aidez juste, vous donnez quelques outils pour pouvoir les utiliser plus facilement. Quoi. Exactement. Son souhait, c'est l'Institut. Exactement. Notre souhait, c'est que que les gens réalisent qu'ils ils ont en fait toutes les ressources en eux, ils ont toutes les réponses en eux. Et ça va assez vite. Hein. Je peux te dire que ça va assez vite. Hein. On fait donc des parcours d'intégration que les gens vivent dans leur vie, chez eux, à la maison, au cœur de leur vie, de leurs difficultés, de leur travail, de leur famille. Hein, tu sais, parce que moi, j'ai animé des stages pendant une douzaine d'années et pendant les stages, ça passe bien. Mais forcément, comme quand tu pars en vacances, ça va bien. Puis quand tu rentres à la maison, tu retournes dans tes trucs. Mais c'est pareil, souvent, quand on va dans un stage, on est dans un cadre bienveillant, il y a une atmosphère particulière, et c'est bon, hein, je ne dis pas que c'est pas bien, je continue à faire ça. Mais ce que je trouve qui est plus difficile, c'est d'amener cette même conscience au cœur de notre vie, de notre quotidien, de nos préoccupations, de nos difficultés. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'offrir ce cheminement à distance pour que les gens puissent le vivre chez eux, dans leur vie. Et ça fait une énorme différence. Et ça va très vite. Oui, c'est vrai que quand on va voir quelqu'un pour une formation ou un stage, on est comme dans un cocon parce qu'on est accompagné évidemment de gens qui pensent comme nous, qui ont envie des mêmes choses que nous, c'est-à-dire du meilleur dans sa vie. Et quand on rentre à la maison où là, on est pris par le quotidien, peut-être le collègue qui est un peu râleur, peut-être notre maman qui est un peu comme ci, ou notre frère qui est un peu comme ça, etc. Et on est happé par une autre énergie et ça peut parfois être difficile, le pont entre j'ai envie d'être la meilleure version de moi-même et hey, ça passe pas aussi bien que je le voudrais. Quand je suis dans mon quotidien, effectivement, c'est chouette d'apporter ça aux gens. Alors hier, par exemple, tu étais avec Anna Sandrea au Sommet de la Conscience. Tu as proposé d'ailleurs un petit exercice pratique. Et toi, en tant que thérapeute, ce genre d'événement, évidemment, c'est important parce que ça permet j'ai presque envie de dire, diffuser la bonne parole à un plus grand nombre de gens. Oui, mais disons que l'intention, c'est de partager une expérience. L'intention, c'est... Attends, je vais peut-être rentrer, parce que là, il y a quelqu'un, il y a des gens qui font un travaux. Oups. Enfin, ça a l'air d'aller, là. Ça va aller, on va voir. Donc, l'intention, c'est
de partager une expérience, en fait. Tu vois, plutôt que d'aller expliquer, c'est de permettre aux gens de le vivre. C'est pour ça que hier, effectivement, j'ai choisi plutôt que de l'expliquer, d'en donner un échantillon, tu vois, pour que les gens puissent juger par eux-mêmes, plutôt que de croire ce que je dis. Moi, je dis souvent d'ailleurs, je le contraire aux gens, surtout ne croyez rien de ce que je vous dis, parce que ça changerait quoi que vous me croyiez? Ça changerait quoi que vous me croyiez? Rien. Ce qui pourrait changer, c'est que vous essayiez peut-être, que vous fassiez l'expérience de ce dont je propose, ce que je propose, et que vous puissiez vérifier par vous-même. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on propose notre cours gratuit sur le site où les gens peuvent déjà essayer les premières bases. Hein, c'est les toutes premières bases. Franchement, ce qu'on met dans le cours gratuit, c'est ce qu'on voit dans le cours 1 du niveau 1 de notre parcours d'intégration. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les gens sont époustouflés. Ils nous disent, ça a complètement changé ma relation avec mes enfants, avec ma mère, à mon travail. J'ai compris que je devais prendre telle décision dans ma vie et j'ai pu la prendre. J'étais bloqué et je ne le suis plus. Mais c'est incroyable. Avec ce cours de 5 jours, comment ça fait une différence réelle dans la vie des gens. J'ai enfin du recul sur mes émotions. D'ailleurs, il y avait plein de témoignages hier suite à cette petite guidance de gens qui sont arrivés, puisqu'on est dans un contexte particulier, pour remettre peut-être l'interview qui va peut-être durer, ça va certainement durer plus longtemps dans le contexte, on est en pleine période de confinement par rapport au coronavirus. Hein, donc, on annonce aussi les chutes de toutes les bourses au niveau mondial. Donc, il y a beaucoup de peur, de stress, d'anxiété, d'angoisse pour l'instant dans l'air. Et ça vient nous toucher à ces endroits-là. Et c'était un peu le thème hier, c'est-à-dire comment être libre du virus de la peur, finalement, ou comment guérir du virus de la peur. C'était le thème. Eh bien, c'est assez facile. C'est en devenant conscient, justement, que nous avons ça à l'intérieur de nous, que c'est humain aussi, mais que quand on est identifié à ça, ça change complètement notre regard. Et donc, nous, on propose de vérifier ce qu'on raconte, parce qu'on raconte, c'est notre témoignage, c'est vrai pour nous, mais c'est quand même un témoignage. Et donc, on invite les gens à vérifier par eux-mêmes, par le cours gratuit, aussi par des séances découvertes, 1 heure, en tête-à-tête. On fait ça par Skype ou par Zoom, comme là. Voilà. Et on se voit et on consacre toute 1 heure à quelqu'un qui vient avec son problème, sa difficulté, son blocage. Et on va, à la fin de la séance, permettre à la personne d'être conscient de ses enjeux intérieurs, de ce qui fait que ça se passe comme ça pour l'instant. Et alors, en plus de ça, on fait des rencontres, juste pour terminer, on fait aussi des rencontres à cœur ouvert. On en fait normalement tous les mois pour permettre aux gens de venir avec ce qu'ils ont, comment ils se vivent, qu'est-ce qui se passe pour eux dans leur vie, et pour cheminer avec eux. Et c'est entièrement gratuit, ça aussi. Et là, on va en faire 1 par semaine, vu les circonstances. Voilà. Alors, moi, ce que j'avais envie de te demander, c'est est-ce que tu as remarqué une constante ou une ligne un peu directrice sur les problèmes que les gens veulent régler aujourd'hui dans leur vie? Est-ce que tu as vu une évolution suivant les années, peut-être au début où tu offrais des consultations et aujourd'hui, est-ce qu'on a les mêmes problèmes toujours à régler ou est-ce qu'ils ont évolué? Est-ce qu'ils sont différents aujourd'hui? Alors, j'ai envie de te dire qu'ils sont en constante évolution, évidemment, pour chaque personne. C'est-à-dire, globalement, je remarque qu'il y a un élan, un besoin de plus de conscience de soi et de qui on est dans toutes nos dimensions et tout ça. Ce qui pouvait sembler abstrait il y a quelques années, qui pouvait même sembler aller un peu accessoire ou bon, ok, alors on fait notre vie, tu sais, on est occupé, on fait notre travail, tout ça. Alors, savoir qui je suis vraiment dans le fond, est-ce que c'est vraiment important? Enfin, tu vois. Et aujourd'hui, je pense qu'on a une conscience que dans des circonstances comme on les vit actuellement, dans un monde en changement comme ça, si tu n'as pas conscience de qui tu es complètement perdu. Tu es en manque de repères,
Franchement, les gens sont en détresse, hein. En 2008, il y a des gens qui se jetaient par la fenêtre, hein. Ça me rend profondément triste, mais je sais que c'est le résultat de justement une ignorance de notre essence, de qui on est. On est emporté par des détails, j'ai envie de dire, comme combien d'argent on est sur un compte en banque. Okay, je sais que quand on a des enfants à nourrir, ça ne semble pas un détail, mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que c'est un mode de vie, qu'on est tous pris dedans, et que quand il n'y a pas d'argent, il y a des gens qui ont vécu la guerre, ils le savent, eh bien, il y a une entraide qui peut se mettre en place, on peut se soutenir mutuellement. Mais on ne le fait pas quand on a de l'argent pour aller acheter chacun nos affaires au supermarché. L'entraide, elle n'a pas de place. Mais quand on est dans une période comme ça, eh bien, justement, on ouvre quelque chose de nouveau. Mais On pour le ça, voit d'ailleurs, on le voit dans les informations. et on le voit. En Italie, par exemple, ils mettent en place des choses par balcon interposé pour se parler, pour partager quelque chose. C'est merveilleux. Il y a un autre effet aussi positif de ce confinement, c'est la pollution qui est réduite drastiquement. En Chine comme en Italie, et ça va faire la même chose en France aussi, puisqu'on vit la même chose aujourd'hui, ce confinement obligatoire. Certains le vivent effectivement un peu comme une punition, puis d'autres se disent « Oh, merveilleux, j'avais pas eu le temps de faire ça et je vais commencer à me mettre à mon jardin ou à mon tricot, etc. » Donc c'est ça, au fond, vivre la vie. C'est pas la peine d'aller contre le courant. En fait, ça nous ramène à l'essentiel, effectivement, et ça nous fait voir justement le futile, ce dans quoi on s'est enfermé. Ça nous fait voir pourquoi, tu sais, on voit comment les choses peuvent changer, mais extrêmement vite. On se dit, il y a un pic de pollution, d'ici 2050, tout va s'effondrer à cause de problèmes écologiques, et en à peine quelques semaines, les choses changent radicalement. Et alors, on se rend compte du pouvoir qu'on a, du pouvoir destructeur comme du pouvoir de construire, de créer. Et il faut des chocs comme ça. Tu sais, on apprend. Moi, je sais que les moments de ma vie où j'ai le plus appris, ça a été des périodes de crise. Donc, il y a eu le burn-out, il y a eu d'autres occasions, des séparations, des pertes, faillites. J'ai vécu plein de choses comme ça. Chaque fois, ça a été l'occasion de l'apprentissage. Sur le moment, c'est douloureux, ça peut l'être. Et encore, c'est douloureux proportionnellement à notre résistance de le vivre. Okay, mais si vraiment je peux le recevoir comme une étape dans ma vie où j'ai quelque chose à regarder, à apprendre et que je suis intéressé et curieux, je vais l'apprendre assez vite et donc je n'aurai pas besoin d'avoir plus de leçons et donc ce ne sera pas forcément aussi douloureux. Et donc, au niveau personnel, on a besoin de crises pour vraiment changer, pour que vraiment évoluer. Bien, au niveau de la planète, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Au niveau de notre société, on a besoin de crises systémiques pour que le monde change. Et le monde change, mais à une vitesse hallucinante. Oui. Est-ce que cette crise, à l'île Maurice où tu es aujourd'hui, la population la vit de la même manière? Parce que souvent, justement, il y a un décalage entre quand on vit dans les îles, quand on vit un petit peu loin de toute cette agitation, la mentalité déjà est différente. Qu'est-ce que toi tu observes là où tu es? Alors, ce que j'observe, c'est que globalement, les gens sont plus détendus, mais ils sont plus détendus aussi parce qu'ils se sentent un peu à l'abri, à l'écart du monde. Mais quand même, il y a des avions qui viennent ici, qui repartent. Là, ils ne laissent plus rentrer les avions depuis un certain temps. Il y a des avions qui partent, mais il n'y a plus d'avions qui arrivent, enfin, avec des passagers en tout cas. Et donc, hier, le Premier ministre a fait un discours dans lequel il expliquait qu'il y avait eu 3 cas de coronavirus. Et c'est assez extraordinaire parce que, d'abord, j'avais du mal à répondre à cette question, comment ça se passe ici, parce que les gens se disent tous, ils n'ont pas forcément confiance dans ce que le gouvernement communique. Un petit peu comme en Chine, si tu veux, c'est un peu difficile de savoir, c'est un peu opaque ici. C'est pas comme en Europe où il y a des statisticiens au niveau du pays, tout est organisé pour collecter les informations. D'ailleurs, ça me dit que, tu sais, quand on parle que, tiens, en Afrique, c'est bizarre, il n'y a pas de coronavirus, peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être que simplement Effectivement, on n'a pas j'ai recensé. lu ça aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais
Et peut-être qu'on n'a simplement pas recensé. Peut-être que simplement, ils ne sont pas organisés pour distinguer c'est qui vraiment, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas. Donc, tout ça pour dire que hier, le Premier ministre ou le Président, je ne sais pas, a annoncé qu'il y avait 3 cas de coronavirus et aujourd'hui, les gens font la fuite au magasin, ils sont en train de tout dévaliser. J'ai eu, comment dire, j'étais dans le magasin aujourd'hui avec j'ai vu un monsieur qui portait un masque et moi je me suis mis à côté de lui dans le rayon pour prendre quelque chose, il s'est écarté de 2 mètres. Bon, mais en même temps, je comprends, ce sont des précautions et elles sont justes, pour moi c'est tout à fait cohérent, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sent au-delà de faire ce qui est juste, une très grande anxiété, un très grand stress. On était avec ma sœur, elle a dû sortir du magasin, elle n'en pouvait plus, elle avait de vomir tellement elle captait, elle est très sensible comme moi, et elle captait toute l'angoisse, le stress des gens. Et je pense que le plus dangereux, c'est ça en fait, hein, potentiellement. Moi, ce qui peut m'inquiéter le plus, c'est comment un être humain inconscient, pris dans ses peurs, jusqu'où il peut aller et qu'est-ce qu'il peut faire. Voilà. Je dirais que c'est pour ça que oui. En même temps, comme tu le disais, il y a, on va dire, une quinzaine d'années, même une dizaine d'années, entre les préoccupations des gens sur le côté spirituel, le côté intérieur, bon, ça, c'était pas important. Et aujourd'hui, ça l'est beaucoup plus. Donc, on peut légitimement penser que il y a un peu plus de gens qui sont en conscience et que finalement ces peurs vont vite se diluer ou Je suis disparaître. d'accord. Je suis d'accord parce qu'en fait, les gens qui pourraient être encore dans des schémas comme ça sont entourés de plus en plus de gens qui ont un peu plus de recul, qui ne sont pas dans la panique, qui restent sereins globalement. Et je trouve que, bon, ben, par ici, il y a dans le fond quelque chose qui reste assez calme. Donc, tu n'as pas couru au magasin t'acheter du papier toilette? Alors, je n'ai pas couru, mais si tu veux, et ça c'est intéressant, hein, c'est que on parle de ne pas forcément réagir, mais il s'agit bien sûr d'agir. Hein. Donc, bien sûr, j'ai été acheter du riz, j'ai été acheter des légumineuses, j'en ai fait des réserves parce qu'il est possible qu'on soit confiné et qu'il est important de prévoir de se nourrir pendant cette période-là, mais je ne l'ai pas fait à partir d'un endroit de peur. Je l'ai fait à partir d'un endroit de conscience de ce qu'il y a à faire. Et donc, bien sûr, il faut agir et je trouve que c'est normal et c'est bien que les gens suivent les instructions pour se protéger et tout ça. Et puis voilà, il y a… Et bien sûr, moi, je pense que faut le faire en conscience. Pour moi, le seul risque, c'est de tomber dans la panique et dans la peur. C'est tout. Tu connais le docteur Tal Chaleur? Bien sûr. Oui. Alors, il a fait une vidéo justement à propos du coronavirus et il disait que c'était très important de faire confiance à son système immunitaire parce que ça le fait beaucoup rigoler aussi le fait de mettre des masques parce que en fait le virus il traverse le masque donc même en toussant dans notre coude etc. Donc quand on voit, alors c'est vrai que on a de tout et son contraire sur Internet, sur les informations, dans les journaux, n'importe quoi. Donc, quelqu'un qui se dit, mais qui n'a peut-être pas encore tout à fait cette conscience de bon, tout va bien, on a juste à accueillir ce qui vient, et qui entend, oui, alors attention, c'est très très grave. Et puis d'un autre côté, il faut relativiser. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette personne pour que pour qu'elle se sente un petit peu mieux au milieu de toutes ces informations contraires? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, à mon sens, ce n'est pas le virus qui est mortel, ce sont les humains qui sont mortels. Okay. Les humains sont mortels à partir du moment où justement leur système immunitaire est affaibli. Et quand on a un système immunitaire affaibli, il y a des moyens pour le renforcer, hein, c'est-à-dire de manger sainement, de se reposer et tout ça. Et le stress, la peur, est un facteur qui diminue notre système immunitaire. Donc, prendre soin de soi, se reposer, bien manger,
prendre éventuellement quelques compléments danser. alimentaires, chanter, être joyeux, enfin, tout ça. Et en tout cas, être, comment dire, conscient de notre état intérieur et en prendre soin, c'est nous renforcer face à ce genre de menaces parce que ça n'a de réel danger que si vraiment notre système immunitaire est, Et faible. fonctionne pas, Oui. est faible. D'accord? Donc, la meilleure chose à faire, c'est de prendre soin de nous. Et ça, c'est prouvé C'est comme le scientifiquement. virus de la grippe. Le virus de la grippe, Exactement. on peut attraper la grippe et puis si notre système immunitaire est bon, ben, on va être malade à un moment et puis hop, notre corps va reprendre le dessus et puis tout va aller mieux. Et effectivement, si je suis plus faible, il est possible que j'en meure. C'est d'ailleurs le cas des personnes Tout à âgées, fait. des tout Tout à petits, fait. des enfants. Exactement. Tu sais, sur 7 milliards d'habitants sur notre planète, il y a plusieurs millions de morts chaque année de la grippe saisonnière. Okay. Alors, si on disait maintenant que ce virus-là a tué plusieurs centaines de milliers de gens, on trouverait ça horrible. Mais en réalité, chaque année, des gens dont le système immunitaire est faible partent suite à une grippe normale, enfin saisonnière. Okay. Il Donc, faut se ça, rappeler que nous sommes pleins de bactéries et de virus et que c'est aussi normal. Enfin, tout à là fait, où ça c'est devient normal, normal. quand on n'est pas équilibré et que notre corps n'est pas en bonne Exactement. santé, là, ça peut être effectivement une source de… C'est exactement ça. Et au dehors de l'alimentation et tout ça, c'est vraiment notre équilibre énergétique qui va faire une grande différence, c'est-à-dire de comment on est en relation avec nous-mêmes. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Les gens qui pratiquent la pleine conscience, la méditation, ont un système immunitaire qui est renforcé. Hein, donc vraiment, ça a été mesuré. Mathieu Ricard avait mené cette étude à l'époque sur les pratiques de la pleine conscience, la méditation, avec John Kabat-Zinn et tout ça. Et donc, on a pris des gens qui ne pratiquaient pas du tout la méditation, avec des groupes séparés, évidemment. Donc certains qui ont commencé à la pratiquer et d'autres pas. Et on a pu mesurer que leur système immunitaire était renforcé. Donc, rien que en s'arrêtant, en respirant, en se mettant en lien avec eux-mêmes et en n'étant pas, comment dire, en ne perdant pas leur énergie dans l'affolement et à l'extérieur de nous-mêmes, eh bien, dans cette période, c'est ça qui nous préserve du virus beaucoup mieux qu'un masque. Ouais. C'est clair. Mais en même temps, je dis pas. Oui, ça c'est sûr. Est-ce que tu as un livre, pour terminer, ou une musique que tu aurais envie de partager et qui te fait du bien à toi et que tu dis, bah tiens, voilà, si vous allez vraiment pas bien, écoutez ça ou lisez ça et ça va vous faire du bien, un peu comme le sirop typhon. Alors, il y a une chanson que j'aime beaucoup d'Étienne Dao qui s'appelle Le Brasier. Il parle du brasier en nous qui ne s'éteint pas. Et je pense que ce brasier, ça représente l'énergie de vie. Ça représente justement notre système immunitaire, ça représente tout ça. Il parle de toutes les turpitudes de la vie qui nous ont bien ébranlés, tout ça, mais il parle de ce feu qui ne s'éteint pas. Et je trouve cette chanson très, très, très inspirante. Au niveau des livres, ça fait plus de 10 ans que je ne lis plus. Je suis toujours à l'écoute de ce que la vie amène. Okay. Et en fait, c'est ma principale lecture. C'est-à-dire ma lecture quotidienne, c'est ma lecture de ce qui se vit, de ce qui est vivant dans ma vie, autour de moi, voilà, et tout ce qui vient vers moi. Donc je ne me ferme pas, hein, je suis très ouvert à tout ce qui vient vers moi, mais j'aime faire des expériences. Donc moi, mes lectures, c'est quelqu'un va me dire, tiens, voilà, moi je fais tel exercice, ou par exemple, dernièrement, on m'a dit, moi je fais de la danse spontanée et c'est extraordinaire comment ça me libère mes émotions et tout ça. Je suis allé faire de la danse spontanée. Ça, c'est ma façon de lire. C'est-à-dire d'essayer de le vivre. Et ça a été une expérience absolument merveilleuse que je recommande à tout le monde. Donc maintenant, s'il y a une musique qui vous plaît, dansez dessus. Laissez-vous danser, mais pas sur la musique.
Dansez sur vos émotions, dansez sur comment vous vous sentez, dansez même sur vos peurs, sur vos craintes, sur tout ce qu'il y a. C'est merveilleux de ressentir tout ça dans le corps. Voilà. Et puis, profitez de la période de confinement pour aller sur le site de l'Institut de l'auto-accompagnement pour aller faire justement ces exercices-là que je disais tout à l'heure, ces cours en ligne, 5 jours pour devenir plus grand que tout ce qui vous dérange en 5 jours, 5 pratiques. C'est gratuit, profitez-en. Et d'ailleurs, il y a plein de choses qui sont gratuites. Je ne sais pas si tu as remarqué, il y a l'Opéra qui met en ligne des spectacles gratuits. Il y a des films qui sont ouverts comme ça au public pendant la période de confinement. Donc, quelque part, on a tous les outils aujourd'hui pour profiter de quelque chose qui nous semble d'un côté un peu réducteur pour se libérer encore davantage. Oui, et c'est l'opportunité que nous offre cette crise, c'est justement d'ouvrir des endroits qui étaient crispés, fermés, tu sais, la propriété, ici c'est chez moi, il faut payer pour rentrer, il faut papapap. Et là, ça s'ouvre. Moi, depuis que je suis enfant, je trouve dommage qu'il faut des drames pour que les gens redeviennent généreux, ouverts, qu'ils n'aient pas peur, et qu'ils partagent et tout ça. Moi, j'aimais bien, j'ai toujours aimé les obsèques parce que c'était des moments où dans ce drame, entre guillemets, les humains se retrouvent, sont pleins de compassion l'un pour l'autre, il y a de l'ouverture, enfin voilà. Donc, voilà. Et là, tu vois, il y a plein de gens qui arrivent. Il y a des gens qui Et vivent. ben, je vais juste te dire, écoute, il y a plein de gens qui arrivent ici, ils sont en train de se parler, ils sont en train de se retrouver, alors que normalement, ils devraient être tous au travail, en train de dire, oh, il faut bosser parce qu'il faut que je paye mon loyer de ce mois-ci. C'est une réalité aussi, mais malheureusement, ça nous éloigne tant. Le bon côté, comme tu dis, de ce qui est en train d'arriver, c'est que ça nous rapproche. Ça nous rapproche, ouais. Bon, quoi dire après ça? Merci Pascal. Bon, rien, mais continue. Oui, bah, merci à toi surtout, Lénaïque. Merci pour cette occasion. Et puis, voilà, on va continuer. Chacun, on fait de notre mieux. Et puis, voilà, on avance et on apprend. On fait de son mieux, chacun fait de son mieux avec les moyens que nous avons. Moi, c'est ce que j'ai compris depuis quelques années. Exactement. Tu sais, souvent, je cite ma maman et moi, on était en conflit jusqu'à presque mes 40 ans. Et un jour, comme toi, moi, c'était en 2008, pareil, je prends conscience de quelque chose. J'étais à la radio et j'avais une invitée qui faisait une conférence sur la pensée positive. Alors, à l'époque, c'était là, la pensée positive, qu'est-ce que c'est encore que cette truc? Et en fait, ça a complètement changé ma vie. Alors, effectivement, comme tu le dis, il y a réaction et action. Donc, quand on est en réaction, ce qu'on peut faire, c'est agir et faire quelque chose. Et faire quelque chose, comme tu disais, peut-être la danse, peut-être écouter une vidéo, aller sur en ce moment, par exemple, il y a le sommet de la conscience aussi, où il y a de nombreux thérapeutes français à travers la planète qui vont se retrouver sur ce sommet de la conscience. Toi, tu as un autre rendez-vous sur la conscience d'ailleurs pour terminer. Peut-être qu'on peut donner la date si tu l'as. La date de Est-ce que tu vas faire une nouvelle intervention au sommet de la conscience? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai pas la date de mon intervention, mais si vous allez sur Sur le site du si tu veux, sommet de la conscience? je pourrais te donner le lien pour aller vers le sommet de la conscience. Et alors, il y a tout le programme. Mais je sais que moi et Coralie, on fait une conférence sur justement, le thème, c'est responsable de ma liberté. Et ça, c'est intéressant parce que justement, dans ce moment où on a l'impression qu'on n'est pas libre, on est responsable de notre liberté en prenant conscience de nous-mêmes, en fait. Voilà. Donc, ce sera le thème. Je mettrai toutes ces informations sous la vidéo. Merci encore, Pascal. Je vois que le soleil brille à l'île Maurice. C'est aussi le cas en Bretagne, je peux te rassurer. Ah, magnifique. Je vais te laisser profiter de la plage et moi, je vais peut-être aller dans mon jardin. Plein de bisous, Pascal. Eh bien, super. Merci. Au revoir. Au revoir.